Et il pense que ça passe par les rapports physiques. Si je peux posséder ça, je peux aussi m'approprier de cette lumière-là, qui est la sagesse. Et puis alors, le reste, vous connaissez la réponse de Socrate, c'est que là, tu te trompes, tu veux troquer ta beauté contre ma supposée sagesse, moi je ne sais rien. Il y a cette réplique de Socrate. Mais ce qui me semble intéressant par rapport à la question de la Galma, c'est qu'elle est au cœur de cette question ici comment dois-je vivre? Comment dois-je conduire ma vie? Eh bien, Alcibiade dit, mais Socrate, il sait. Et quand on l'ouvre, on voit cette lumière. C'est une question. Quand vous parlez de la communauté des artistes, et quand vous voulez appliquer cette communauté à la fac, c'est ça? Vous voulez appliquer, en tout cas? Non? Non, c'est-à-dire que je voulais savoir si il y a vraiment, comment dire, est-ce qu'on peut mêler la métaphysique, par exemple, la philosophie avec l'art? Parce qu'il y a précisément, il y a une distinction entre, par exemple, entre la littérature et la métaphysique. Et la métaphysique doit être absolument thématique et logique. Et l'art, c'est, comment dire, c'est libre, c'est libellé de tout, comment dire, Juste une chose, je ne veux pas parler de ça. La question de la communauté, la question de la communauté, j'ai pris ce texte du personnage de David Lodge. Elle dit tout simplement ceci. La communauté, c'est-à-dire, pour elle, et je pense qu'il y a la grande traduction qui réfléchit sur ça, c'est la question, comment allons-nous vivre ensemble? Qu'est-ce qu'être ensemble? Comment allons-nous vivre en commun? Et elle dit, eh bien, il y a un modèle de l'être ensemble, de l'être en commun. Et ce modèle, c'est l'universitas. Pas l'université telle qu'elle existe, bien entendu, mais l'université idéale, c'est le modèle de comment les humains, les êtres parlants, doivent être ensemble. Et ce que je trouve remarquable, je reprends une chose qui a été évoquée là par Thierry, parce que si on suit ces fils, l'idée est de l'être ensemble. Comment être ensemble, sa piste est, telle qu'elle a décrit, sa piste est celle de ce que Kant appelait un sensus communis. Un sensus communis. C'est-à-dire un être ensemble fondé sur un partage en commun, je dirais, de la sensibilité. Ça, ce sont des modèles de l'université comme sensus communis, modèle de tout être ensemble. Or, en vous disant ça, je me souviens d'une chose qu'il arrivait à Lyotard, à la fin quand il travaillait sur ça, et il est arrivé à Lyotard de dire, je ne crois pas qu'il a écrit, mais il a dit, non, c'est ce que je vais dire là, je ne crois pas qu'il a écrit, mais il a dit quelquefois, il dit sensus communis, c'est-à-dire sensus communiste. Et il disait un sensus communiste. Donc il ajoutait ici cette idée c'est-à-dire, c'est une façon de dire que le communisme, c'est-à-dire de rappeler, n'est-ce pas, l'origine du commun du communisme. Ça c'est un sensus communisme, au fond, esthétique. Un partage esthétique de la sensibilité, et pas simplement un partage de l'entendement, des concepts de l'entendement, des thèses, de partage des mêmes opinions, mais un fondé sur un partage du sensible, voire du sentimental. C'est un structure chez Lyotard, tu sais, c'est un aussi, donc il le délimite quand même, et il n'en fait pas comme d'autres, notamment Deleuze, une multiplicité parfois antagoniste, des sens communs qu'on trouverait dans l'entendement. C'est vrai qu'il y a plusieurs sens communs chez Kant qui pourraient s'opposer. Et pour ce qui est de la communauté transcendantale, alors sensible et insensible, puisqu'elle est présupposée, mais on ne peut
pas la formuler conceptuellement. Elle est présupposée dans le jugement esthétique, évidemment capital, le jugement artistique, mais en définitive, elle porte une de la nation, puisque le commun lui-même, en sociologie, c'est quand même une responsabilité, c'est une mounousse, une charge, une sorte d'impôt, de choses à partager. Donc il y a de la dette, enfin, je ne connais pas très bien l'étymologie, mais enfin, le commun lui-même fait problème dans son antiquité, romaine au moins. L'esthésis, parce que là on traduit esthésis aussi, dans le sens commun, un sens qui serait commun, donc une esthésis commune, tout le programme de difficulté, et des facultés, ou pas des facultés, puisque moi j'avais effectivement interrogé Rancière, qui au fond n'hésite pas à baptiser du nom de sens commun quand même, mais polémique, et à construire toute sa philosophie en fin de compte des places, qui crée de nouvelles sociétés, enfin de nouveaux partages justement, mais c'est des partages polémiques, et donc là il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une négativité dans ce polémos commun que sert aussi le sens commun, en fait des revendications à partager mais aussi à départager, c'est le fameux jeu de mots aussi de Derrida, le partage qui partage justement, qui sépare. On avait ça chez Héraclite, au fond avant Platon, la pensée commune qu'il faut entendre en moi plutôt que ma pensée personnelle, mais c'est en fin de compte aussi un logos commun. Ça traverse tout, logos commun, mais qui serait le commun même, il joue sur les mots communs, les deux surmots, le commun, koinos, enfin, il y a deux, trois mots comme ça, mais on peut traduire ou pas traduire, moi je vais risquer ça dans ma thèse, mais en définitive, il y a du comme si aussi, du comme si disait Derrida aussi pour le sens commun, comme si on était amis, en philosophie, comme si on était amis. On est obligé de le présupposer quand même, cet amour-là est aussi une foi, un don une confiance, donc on met quelque chose en l'autre, sans très bien savoir ce qu'on fait, c'est même le non-savoir absolu, et pourtant c'est les chaînes, les liens, les cadeaux qui circulent là, mais je suis à la fois plus pessimiste, évidemment, sur ces possibilités-là, mais c'est aussi cette fameuse pensée du commun là, qui commence à traverser les esprits des économistes atterrés et autres, les sociologues. Le commun, il y avait Négri qui pensait le commun, mais le sens du commun dit Nancy, l'être commun, le sens du commun, mais je suis quand même toujours un peu inquiet de cet effet de performativité, justement, donc de risque et de retournement, dans la mesure où évidemment, les choses ne sont pas très claires sur ce qu'est le sens commun, puisqu'on sait qu'il y a un sens commun du mot d'ordre, un sens commun qui traverse les esprits médiatiquement, enfin, une simplification de la vie extrême, des modélisations. Il y a de tout, évidemment, hein, dans cette notion d'un idéal commun, du commun en partage, qui est effectivement l'idéal communiste, très certainement. Mais là, il faut et voilà. Non, par rapport au pessimisme. Si je prends la façon dont Lyotard a glosé les sensus communis, surtout à la fin de ses analyses, il dit communauté de partage sensible, et parfois il dit même, en disant c'est dommage qu'en français c'est devenu un peu péjoratif le mot sentimental, mais autrement je dirais communauté sentimentale. Par opposition à la communauté scientifique, qui est la communauté qui partage des thèses sur la connaissance, la communauté sentimentale, c'est on partage les sentiments, d'où ceci est beau, même ceci est sublime. Donc une communauté, on peut dire, esthétique au sens étymologique de la parole, une communauté de l'esthésie, il y a une esthésie partageable entre nous. Je pense que c'est bien ça, cette idée qu'elle a de l'université. Mais en même temps, il y a la thèse de l'anesthésie, qui est la thèse aussi dont on a parlé la dernière fois, ici, la thèse qui est il pense même que ce qui caractérise la société contemporaine, c'est une sorte d'anesthésie générale, c'est-à-dire une sorte d'insensibilité générale procurée par une insensibilité exposée aux moyens de communication, à l'accélération, à la vie postmoderne. Et cette anesthésie générale qui a aussi une indifférence par rapport aux choses insupportables, cette sorte d'insensibilité générale interdit un communiste, la formation d'un communiste qu'on partagerait. Parce que nous sommes tous pris donc dans cette sorte d'insensibilisation générale.
Et cette thèse-là, moi je pense que le cinéma, on a déjà dit ici, je crois, que le cinéma de Haneke, Michael Haneke, en particulier, a commencé en tout cas par Venice Video, c'est un film sur l'anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on ne sent plus rien, notre environnement est devenu un environnement virtuel. Et à partir de ce moment-là, même les meurtres, je pense que dans les Venice Video, c'est une sorte de meurtre où on n'éprouve rien, et même le meurtre n'a aucun sens, c'est juste pour voir comment ça marche un meurtre, et pour les filmer, et puis pour les visionner. Donc on a une sorte d'indifférence générale, et je pense même les morts actuelles qu'on voit sur Périscope, que vous avez vu récemment, je pense que ça fait partie de ça, n'est-ce pas, une sorte de banalisation du meurtre, je meurs tout en l'enregistrant et en le diffusant. Les drones. Le 11 janvier, on trouve le contraire quand même. Hein. Juste finir, je pense qu'il y a entre la problématique soulève actuelle et les problématiques contemporaines, la façon dont les gens aujourd'hui ils finissent des relations amoureuses, n'est-ce pas, par WhatsApp médiatisé. Donc je pense que tout ça fait partie de cette sorte d'indifférence. Les familles en train de dîner alors que la télé est en train de diffuser des massacres et des charniers, toute cette chose fait que nous avons la sensibilité émoussée. Cet émoussement-là compromet l'idée d'un comme faisaient les Turcs avec les Arméniens, ils égorgent. Et ils tuent de manière génocidaire, comme faisaient les Turcs avec les Arméniens. C'est pas indifférent, les gens restent pas indifférents. Les gens restent pas indifférents parce que sinon on n'avait pas 4 millions. Je ne pourrais pas parler parce que je me suis étranglé, je ne sais pas. François Route. Non, je voulais faire juste une remarque en disant que tu parles de l'université d'une façon générale. Je me demande s'il ne faut pas malgré tout maintenir toujours la différence que Kant, puisqu'on a parlé de lui, dans le conflit des facultés, fait entre... Il faudrait arranger, d'ailleurs, pour l'époque contemporaine, fait entre la faculté, entre les trois facultés, de droit, de théologie et de philosophie. Théologie, droit, on ne l'a pas ici, philosophie, mais en même temps dans la philosophie, il intègre aussi les sciences, c'est-à-dire relativement à quelque chose qui n'existe plus à l'heure actuelle, parce que ça ne se présente pas sous la même forme, c'est-à-dire l'imposition des volontés d'État et de la politique de l'État. La politique de l'État, le droit est obligé de l'exposer sans contestation, la politique de l'Église et la théologie est obligée d'exposer sans contestation, tandis que la philosophie jouit de sa liberté entière. C'est ce qui défend contre contre Frédéric Guillaume IV, le roi de Prusse. Mais à l'heure actuelle, il faudrait modifier d'ailleurs. Mais donc c'est plutôt, je dirais, que pour la faculté, ce à quoi s'applique ce que tu dis, à mon avis, c'est plutôt la faculté de philosophie, de lettres, des arts, d'ailleurs. Seulement, elles ont subi la règle, comme tu l'exposais très bien au début, la règle de la mercantilisation générale de l'université, de sorte que quelqu'un qui entre à l'université n'a plus du tout ses perspectives d'appartenir à une communauté universitaire, peut-être en philosophie à la limite ou en art, cette idée se forme épisodiquement. À Vincennes, ça s'était formé justement dans un département comme la philosophie que l'on appelait non participationniste, ce qu'à l'heure actuelle on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Ça voulait dire que les autres départements étaient généralement, pas tous, mais généralement participationnistes, sauf la psychanalyse, sauf les mathématiques et les arts,
mais qui était relié de très près à la philosophie s'il n'en faisait pas partie. Participationniste, ça voulait dire de faire une gestion universitaire en appliquant les directives gouvernementales, c'est-à-dire faire des examens, faire des classements, n'accepter que les bacheliers, etc. Il y avait tout un tas de choses qui correspondaient à cette participation à Vincennes, et effectivement, sans le vouloir d'ailleurs, je ne pense pas que c'était une idée systématique, bien que Foucault en particulier était très fidèle à cette idée kantienne, puisque lorsqu'il a parlé de qu'est-ce que l'Aufklärung, il a repris ce que Kant disait dans ce texte à l'égard de la Révolution française et de la liberté, mais enfin là on n'y a pas pensé d'une façon absolument directe, c'est plutôt une orientation générale du département de philosophie, mais je crois que ce que tu dis vaut essentiellement pour ce département. Pour les autres, là, c'est un problème. C'est pour ça que quand tu dis l'université, peut-être pourrait-on dire une partie de l'université. Je doute que l'ensemble de l'université puisse entrer dans cette définition. Oui, deux choses là. D'accord, sur délimiter. J'appellerais grosso modo ce que tu appelles donc la philosophie, les arts, les lettres, les humanités. Joindre le texte de Derrida aussi. Bon. Mais j'ai une hypothèse qu'il faudrait discuter, c'est que les humanités, ce seraient les noyaux de l'université. C'est à la fois le point de naissance et les noyaux de l'université. La tradition des humanités. S'il est vrai que, comme on disait encore à l'époque humaniste, l'université avait pour mission de s'occuper du devenir humain. Donc, comme dit Erasme, on n'est pas humain, on devient tâche de l'université de s'occuper de ses devenirs. Cette définition-là revient à poser les humanités comme noyau. Quand tu dis un peu ça, le conflit des facultés, la philosophie, c'est la faculté inférieure, mais c'est aussi celle depuis laquelle on peut penser les autres facultés. Donc, je suis d'accord sur le fait que c'est délimité, mais je pense que cette délimitation-là, c'est pour ça que j'avais un peu parlé de littérature, qui vient de la tradition des humanités. Cette délimitation, il viendrait à dire que les noyaux, pour voir l'essence de l'université, la mission par excellence de l'université, c'est là, dans les humanités. Et juste une conséquence purement utopique, comme on dit, je pense que ça serait bien que les gens, les cadres français, qui aujourd'hui décident dans les cabinets sur qu'est-ce que l'université, les réformes de l'université, qui sont des gens, de la plupart, qui viennent des autres écoles de commerce, comme Valérie Pécresse, eh bien, ça serait bien que ces gens-là soient tenus à suivre des cours d'humanité aussi. De même que les rapports Jean-Pierre Vernin insistent qu'il faut que, pour être président de l'université, on ait un doctorat, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et on peut être simple manager ou même venir du milieu des entreprises et être président de l'université. Donc, le président de l'université fasse d'abord un doctorat. Et moi, j'ajoutais de préférence dans l'ensemble des départements des humanités. Parce que tous ces gens qui sont décidés aujourd'hui sur l'université, ils n'ont jamais mis les pieds dans l'université et ils connaissent encore moins les humanités. Ce qui permet à Sarkozy, par exemple, de dire les gens qui font de la littérature n'auront pas un sou. Je ne donnerai de l'argent qu'aux gens qui font de l'économie et de l'informatique. Quelqu'un qui parle comme ça, ça serait bien qu'il soit contraint à suivre aussi une formation dans les humanités. S'il est vrai que les humanités, c'est l'origine et les noyaux essentiels de l'université. Mais sinon, je suis d'accord avec ta remarque.
J'ai pas encore une question, des références à ajouter. Je trouvais ça très très beau, c'était un vrai partage. Je n'attendais pas à être invité, je pense à Stefan Zweig, par exemple, ou David Lodge, James Joyce, c'était très beau tout ça. Alors je voulais juste ajouter quelques références. Alors la première n'est pas très jolie, c'est par rapport à l'anesthésie. Et je pensais à cette vidéo de Thomas Hirschhorn, ça s'appelle Touching Reality, vous l'avez vu? C'est extrêmement fort pour moi, c'est très parlant, j'utilise souvent dans mes cours. C'est une vidéo, personne ne connaît? C'est lui, Thomas Hirschhorn, et il a un iPad, iPhone dans sa main. C'est l'idée, j'imagine, qu'il traite, c'est l'idée, l'illusion qu'on a que parce qu'on a accès à toutes ces informations, qu'on possède la réalité des choses, on le hands-on, on le possède. Et c'est une série d'images d'atrocités, on voit des cadavres sans jambes, sans tête, peu importe, hors de tout contexte. Et voilà, tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui fait ce mouvement-là, vraiment un peu l'indifférence. Peut-être que ça parle, peut-être pas, on ne peut pas juger. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est ce mouvement. Et il fait filer des images atroces. Mais ça, c'est très très fort. Pour ça, ça rejoint un petit peu ce que vous avez écrit. Et l'autre référence que je voulais ajouter, c'était Bloch. Quand vous avez parlé l'iPhone, c'est une sorte de marchandise, et aussi vous avez évoqué l'éducation transformée en une sorte de marchandise. Et je pensais à das Prinzip Hoffnung, où il parle de Bloch, alors bien sûr le trauma du nazisme, et comment les gens n'osent plus espérer, et comment ça c'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour la personne, mais aussi politiquement très dangereux. C'est une situation très dangereuse où les gens pensent qu'il faut faire avec, qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle l'état des choses, le status quo, et qu'il ne faut jamais, jamais accepter ça. Et comment, justement, la pensée utopique, c'est le constat qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on veut avoir, qu'on peut posséder, c'est plutôt d'ouvrir un sorte d'espace, après c'est le comment, et où on peut constater qu'il y a quelque chose qui manque, etwas fehlt, von Brecht. Et comment, pour rejoindre ce que vous avez dit, comment l'éducation est devenue une marchandise, par exemple dans le système britannique, c'est peut-être encore pire dans le système britannique qu'ici, c'est très régimenté, très structuré, qui fait qu'on si on essaie de faire quelque chose, ça devient une sorte de résistance. Mais pour faire valider un cours, par exemple, il faut dire les aims and objectives, les buts, les objectifs de chaque cours, ou le learning outcomes, ou justement le résultat de l'enseignement. Alors, il faut dire qu'à la fin de ce cours, l'étudiant aurait compris aurait acquis ceci et cela, ou aurait étudier ou analyser avec des résultats. Et comment Bloch il dit, l'espérance c'est quelque chose qu'il faut avoir et c'est quelque chose qui doit être appris et pour être enseigné. Donc ça ouvre vraiment, comme vous avez essayé de le faire aussi, la question qu'est-ce que c'est une pédagogie d'espérance. Et bien sûr il dit que le problème avec l'espérance, et pour ça c'est important, c'est que ça t'ouvre à une déception, à l'échec. C'est ça, c'est risqué, c'est aller en avant. Merci. Oui, il y a des. Je sais pas comment poser la question, mais je vais quand même me débrouiller. Je suis pas vraiment en aparté là, je suis pas du tout d'accord avec vous sur l'histoire d'aujourd'hui. Nous serions indifférents. Le 11 janvier, avec ces millions de gens dans la rue l'année dernière, prouve qu'il n'y a pas d'indifférence. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il s'est passé quelque chose. Hein, il y a quand même des millions de gens dans la rue. Donc l'indifférence moderne, non.
Enfin, voilà, bon, ça c'est un aparté. Une aparté, je sais pas, féminin, masculin. Donc, je vais partir par ce que j'ai entendu là. Vous parlez de prolétarisation de l'université. Et du coup, moi, ça m'a renvoyé à l'école, au lycée, enfin même à la fin de troisième, où il y a des orientations, fin de collège, orientation, cycle court, cycle long. Cycle court, c'est quoi? C'est devenir prolétaire. C'est faire des CAP, des BEP, etc. Donc, on peut dire que cette histoire comment dire ça? Pourquoi, tout compte fait, il y aurait une partie de la population qui irait directement dans cette façon d'apprendre les choses, métier, et puis pas l'autre partie? Hein, on pourrait se poser la question, se dire, tiens, mais pourquoi pas eux aussi, hein, attendre de vous aussi, qui êtes réputés excellent scolairement, d'apprendre quelque chose de pratique. Hein, on peut l'imaginer comme ça, hein, voilà, ça m'a fait penser ce truc-là. Ensuite, petit aparté aussi, vous avez parlé par rapport au... Je vais l'acheter le bouquin là, hein, par rapport au roman, l'accueil des travailleurs. L'accueil des travailleurs, c'est-à-dire, bon, il y a le campus, il y a les gens, puis il y a les travailleurs là qui viennent, et puis je me dis, mais le néolibéralisme a détourné ce truc-là, parce qu'effectivement, l'université va accueillir les travailleurs. Ça s'appelle la formation tout au long de la vie. Hein? Donc, ça va être une autre université. Enfin, alors, 2 expériences de lecture. Là, je vais prendre la première expérience de lecture. C'est donc, puisque vous en avez parlé, c'est effectivement l'Université comme foule de Jean-Claude Milner. Alors vous avez retenu le côté la foule. Moi, j'ai retenu le côté les trois stades de enfin, les trois stades de l'université qu'il décrit dans son texte. À savoir que chaque fois qu'une communauté dans la société a eu besoin de multiplier ses adhérents, ses communs, elle a pris possession de l'université. La première communauté, c'est l'Église. Il fallait fabriquer des petits gens d'église. C'est fabriqué. La deuxième communauté, c'est la bourgeoisie. Il a fallu fabriquer du bourgeois. Et aujourd'hui, la troisième communauté, c'est le commerce. Il faut fabriquer des commerçants. Et je finis par me dire, mais pourquoi pas? Parce que du coup, quand j'ai lu ça, du coup, je me suis retrouvé avec une idée que mon savoir, ce que j'acquiers, cette culture que j'acquiers, universitaire, en fait, c'est quelque chose de daté. C'est quelque chose de comment dire, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si immuable que ça. C'est quelque chose qui fait partie d'un moment de l'aventure humaine. Et j'ai envie de le rapprocher de ce que je vis de temps à autre, là, que j'ai vécu pendant le trajet du jeune étudiant en master de littérature à la Sorbonne qui travaille sur Fénélon, donc son mémoire. Je sais que je vais travailler aussi après sur sa thèse, mais il travaille à partir de Fénélon, et moi je ne connaissais pas Fénélon, et je découvre que donc dans ce siècle de Louis XIV et compagnie, les grandes discussions, ce sont des discussions sur la vie, être le meilleur, etc., au niveau religieux et compagnie, par rapport à Dieu et compagnie. Nous, aujourd'hui, on ne parle plus du tout par rapport à Dieu. On parle que d'argent. Hein, on parle... cette société-là, elle a été... il y a encore des gens, hein, puisqu'il y a des gens qui tuent pour Dieu, hein, il n'y a pas de problème. Mais dans nos histoires intellectuelles, on ne se réfère plus
quand je lis, moi, les relations que Fénélon a avec Madame de Maintenon, avec l'autre Madame et machin, je vois bien que ça parle que de ça. Donc je me dis, ce que j'apprends, moi, pendant mon cursus universitaire, c'est-à-dire toute la tradition philosophique, tous ces gens, peut-être que dans une société où roulera à plein régime l'idée commerciale, c'est-à-dire que tout sera intellectualisé à partir du commerce, ça ne sera pas important, ça ira dans les archives, quoi, hein, tout simplement, des archives de l'histoire. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas pour l'instant, je ne suis pas sorti encore, hein, parce que d'autant que Milner finit son texte en disant il n'est pas interdit d'être sage. Et comme j'ai rencontré Milner une fois dans un colloque séminaire qu'il avait fait, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous entendez par sage? Et la seule réponse qu'il me fait, c'est vous comprenez, je ne peux pas écrire que je suis athée. C'est la seule réponse que j'ai eue par rapport à ce... Et je me coltine ça depuis 2 ans, de me dire, qu'est-ce qu'il me raconte là par rapport à son sage et son... Voilà. Voilà ce que... Et deuxième expérience de lecture, elle est récente. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur. Peut-être que toi, tu vas l'avoir parce que c'est le monde anglo-saxon. C'est un enseignant. Ce livre est sorti, enfin, il a été traduit en français là, au début de l'année. C'est l'école des élites. Et c'est un enseignant qui a été lui-même élève dans l'école Saint-Paul aux États-Unis, qui est une grande école d'élite. Donc il a fait un travail sociologique. Alors cet enseignant est d'origine indienne, hein, donc ses parents ont migré aux États-Unis et son père était médecin, je ne sais trop quoi, donc c'était pas une migration pauvre, hein, et l'ont inscrit dans cette école, et puis lui il est revenu en tant qu'enseignant pour faire un travail sociologique. Et j'ai découvert là-dedans, ce que j'ai découvert, c'est que l'enseignement, ils arrivent à faire du personnel dans le collectif, de l'individuel dans le collectif. C'est-à-dire que, par exemple, l'enseignant vit sur le campus. Pire, il vit à côté du dortoir des élèves qu'il a sous sa gouvernance, à sa charge, quoi. Hein, voilà, avec sa famille. Il ne vit pas tout seul, il vit avec sa famille sur le campus. Donc l'élève a toujours accès à lui. Tout le temps. Oui, non, mais c'est l'élite. Alors, deuxième chose, son livre répète que l'enseignement qui est dispensé, c'est un enseignement, c'est l'aisance. Être toujours dans l'aisance. Toujours être à l'aise. Toujours savoir donner le change. Toujours. Et comme il prend comme exemple le fait que toutes les semaines, 2 soirées, les élèves ont un repas habillé avec des places déterminées. Donc, obligation d'avoir à faire la conversation, etc. Et toujours faire comme tout va bien. Et ensuite, troisième chose qui m'a étonné, c'est il n'est pas important dans cette éducation-là, et elle rejoint l'éducation commerciale, quoi. Il n'est pas important d'être savant sur le sujet discuté. Il faut savoir en discuter. Il n'est pas obligé d'avoir lu tout le livre. Voilà. Il y a tout ça qui fait que je me dis, là, dans la lutte que l'on vit à l'heure actuelle, où est-ce qu'on est
où est-ce qu'on est entre être passéiste et être dans le mouvement, être dans le qu'est-ce qu'il est bon aujourd'hui par rapport à tout ça? Comment la crainte pour moi, c'est vraiment de réfléchir à quelque chose qui est de toute façon mort. Voilà. J'ai cette crainte-là tout le temps parce que je travaille justement, normalement mon travail doctoral, c'est ça, c'est l'université sans condition de Derrida et tout ce que j'ai pu lire sur l'université et compagnie. Et je me dis, mais par rapport, parce que Miner a été très fort dans ma tête, hein, il a été, il m'a dit, cette histoire de, est-ce que je dois prendre la société du commerce telle qu'elle est en train de se dessiner, ou est-ce que je dois en faire un rejet? Et voilà, je voudrais justement rebondir sur ça. Je pense que c'est peut-être pas si tranché que ça. Je voudrais juste rappeler, ceux qui n'ont pas lu le texte dont nous parlons de Jean-Claude Miller, qui a été repris dans un petit livre qui s'appelle L'université à l'éclat. Il l'avait publié avant dans une... Oui, dans Lévinas, dans le truc de Lévinas. Mais il a décrit évidemment l'université. Bon, on passe sur un style particulier, mais il écrit l'université comme une machine à procréer, qui vient d'être évoquée. Donc l'Église, par exemple, c'est des prêtres. Les prêtres sont en principe des célibataires, ils ne peuvent pas se reproduire, donc il faudrait une machine pour reproduire de nouveaux prêtres, donc l'université serait bienvenue pour reproduire, pour former des diplômés qui sont donc de nouveaux prêtres. Et puis après, il décline un peu cette histoire, et il y a l'université bourgeoise. La bourgeoisie aussi a une tendance à s'agrandir comme classe bourgeoise. Être diplômé pour l'université, c'est pouvoir accéder à la bourgeoisie. Et on finit au stade actuel, qui est l'université full, dont il s'agit de produire des acteurs de marché. C'est ça qui dit. Je pense qu'il y a évidemment un problème majeur là-dessus, si on aborde de façon comme ça générale. C'est l'hégémonie du genre économique dans toutes les relations humaines. Je crois que c'est ça, ces problèmes-là. C'est-à-dire l'hégémonie de la règle économique, c'est-à-dire que tout doit être soumis, toutes les relations humaines doivent être soumises à la valeur d'échange. Cession contre cession, donc comptabilité du temps. Et ce qui est, par exemple, les infirmières qui manifestaient à Paris il y a quelques années contre la marchandisation des patients, ça veut dire qu'elles étaient en train de manifester contre le fait que dans les hôpitaux, on sélectionne les patients en fonction du principe de rentabilité. Et c'est ça, à mon avis, le gros problème de l'hégémonie du genre économique. C'est-à-dire que les relations de santé, les relations affectives, les relations à la culture, à la littérature, à l'art, tout cela est de plus en plus soumis au principe de la valeur d'échange, c'est-à-dire investissement-profit. Minimum d'investissement et maximum de profit. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a à craindre de l'extension de ce qu'on appelle la mercantilisation ou de la marchandisation à tout, au corps, au savoir, à la psyché, à l'affect, et ainsi de suite. Or, je pense que c'est contre ça, beaucoup de choses qui se disent dans la rue. Je fais un petit inventaire, nous avons fait dans notre atelier, un petit inventaire de tous les slogans actuellement dans la rue, qui portent souvent sur ça. C'est pas ce que j'évoquais en commençant, nos vies ne sont pas des marchandises, le savoir n'est pas une marchandise, nos vies ne sont pas à vendre, que je ne suis pas échangeable, je suis bien autre chose qu'échangeable. Je pense qu'on cherche, moi en tout cas je cherche, Jean Baudrillard a écrit un beau livre là-dessus, on cherche s'il y a encore de l'inéchangeable. De l'inéchangeable. On cherche des noms pour l'inéchangeable, c'est-à-dire quelque chose qui n'entre pas dans les circuits de l'échange économique. Or, Lyotard, à un moment donné, il a dit, ça est un nom. En tout cas, Lyotard a plusieurs noms pour l'inéchangeable. Un nom, c'est un nom qui est cher à René, c'est l'enfance.
Lyotard dit l'enfance au sens où il emprunte, qu'il n'y a pas un âge de la vie, mais c'est une sorte de dimension constitutive de tout être humain, fut-il adulte. L'enfance, c'est ce qui n'est pas né prêt à l'échange. C'est cette bêtise qui, en moi, résistera à l'échange, au calcul d'échange. Mais que tout est de plus en plus soumis à la logique générale de l'échange, c'est ce qui démontre très bien quelque chose dont beaucoup, même des étudiants ici sont séduits, ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain, c'est-à-dire le fait que mes aptitudes, mes facultés, je dois les, on appelle des valorisations, n'est-ce pas, ici à l'université, des valorisations des acquis, des valorisations des connaissances, je dois les vendre. Cette idée de capital humain, c'est l'idée selon laquelle la raison elle-même fonctionne selon les principes du coût-bénéfice. Combien j'investis et qu'est-ce que j'ai en retour. Or, je pense que c'est toute cette logique-là qui traduit l'hégémonie du genre économique qui est sans précédent, dont le néolibéralisme est un des noms, Rancière a risqué l'autre jour le capitalisme absolu, c'est cela. Or, Lyotard, à la dernière page de son livre qui s'appelle Le Différent, qui était son livre de philosophie, à la dernière page, il veut parler encore une mort, la mort des philosophies de l'histoire, la mort sur laquelle nous allons quelque part. Lyotard dit, pour parler de l'histoire humaine, et il met entre tirets, à supposer que le genre économique ne l'a pas déjà détruite. Donc cette idée que si on continue sur cette hégémonie-là, il n'y a plus d'histoire au sens de ce qu'il y a à faire, au sens des causes, des tâches, de ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus d'histoire, donc il n'y a plus de politique, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est la fin de politique, puisque tout revient à l'hégémonie de l'échange économique. Et les choses n'ont droit à l'existence que si elles peuvent jouer un rôle dans la cession contre cession. Et si ce que vous avez, l'idée que vous avez, ne rentre pas dans ça, n'a pas droit à l'existence. Je pense qu'il y a, je pense que c'est la grosse affaire. La résistance, tout ce dont on parle, la faune politique, une post-politique, c'est ça la chose, elle est énorme, mais je pense que beaucoup de gens disent ça aujourd'hui dans le mouvement qui est en cours. Et cela, à mon avis, a un rapport avec la question de... Il y a une sorte de sursaut par rapport à la question de l'anesthésie. Il y a une fille qui vient dans notre atelier, elle a fait une petite observation, comme ça à l'air de rien, je l'ai trouvée très fine. Elle a remarqué que les gens qui vont à Nuit debout, ou même qui parlent, quand on commence à parler de mouvement, ce sont des gens qui, pour un moment et à un certain égard, pour la première fois, ont levé les yeux du téléphone portable. Je trouve cette remarque très intéressante. Parce que moi, il m'est arrivé les dernières années de faire des cours un peu partout, en Chine, à Jérusalem, en Allemagne. Et chaque fois que je suis dans le métro, tout le monde est courbé. Comme ça sur les portables. Tout le monde est courbé. Et cette fille dit, ben voilà, quelqu'un a levé les yeux de ça, a regardé le monde et dit, non, on vaut mieux que ça. Je trouvais ça très intéressant. Et elle dit, les taux des gens qui sont courbés sur le portable à Nuit debout, c'est beaucoup plus bas qu'ailleurs. Et beaucoup sont en train de filmer. Et donc, je trouvais cette remarque fort intéressante parce que vous savez que même en cours, maintenant, quand on fait en classe, beaucoup sont en train de se barricader derrière le téléphone portable. Et je suis allé faire une conférence au Brésil, il y avait 90 personnes. J'ai dit, parce que j'avais vu que pour les conférences précédentes, tout le monde était sur le portable, c'est très désagréable. Vous préparez une chose pour discuter et la personne n'est pas là, en fait. Physiquement, elle est là, mais elle n'est pas là. J'ai dit, donc ceux d'entre vous donc on va éteindre les portables comme on fait au théâtre, quoi.
éteignez vos portables, on va éteindre vos portables. Et ceux d'entre vous qui ne sont pas d'accord, vous êtes évidemment libres de ne pas rester. Eh bien, il y a une vingtaine de personnes qui se sont levées. Parce qu'elles ne voulaient pas éteindre le portable. Je crois que la question de l'anesthésie, telle qu'il élabore Haneke, mais telle qu'il élabore Lyotard aussi, et telle qu'elle était déjà indiquée par Benjamin aussi, parce que les premiers à parler de ça, c'est en 1936, Benjamin et Adorno ont une correspondance sur qu'est-ce qui arrive à la sensibilité exposée au capitalisme industriel. Une sorte d'émoussement de la sensibilité. Bon, entre les années 36 pour l'informatisation de la société, on a fait un bout au bout des parcours, mais je prendrais comme image celle de Wittgenstein, qui était accablé par les enregistrements de musique à la radio, parce qu'il ne trouvait qu'on perdait justement les nuances qu'on pouvait écouter dans les concerts. Et Wittgenstein a cette métaphore du cellophane. Il dit parfois, quand je regarde le monde où nous vivons, j'ai l'impression que nous sommes entourés par un immense cellophane de papier bon marché. Un cellophane bon marché. Et ce cellophane bon marché nous coupe de tout ce qui est grand, de tout ce qui est des idées. Et il dit, ce cellophane bon marché, c'est important qu'il soit bon marché dans son texte, ce cellophane bon marché, c'est un cellophane qui enveloppe tout. Les rues, les voitures, nos vies, les plantes, les arbres. Et on est coupé de l'idée, des idées d'autres choses. Wittgenstein, dans son journal qui s'appelle Remarques mêlées, je crois que c'est les années, au commencement des années 40, cette image du cellophane. Mais moi je pense qu'Haneke, il dit rien d'autre, il dit simplement que ce cellophane-là, c'est de l'électronique, c'est de l'informatique. Et Benny, le personnage de Benny dans le film qui s'appelle Benny Vidéo, toute sa chambre, c'est un immense cellophane électronique. Benny Vidéo, à la place de la fenêtre, il y a un écran. Et il se vante que cet écran, vous pouvez voir la rue en temps réel. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, c'est la même chose pour moi en temps réel. Mais pour lui, la fenêtre est fermée. Mais il a l'écran à la place de la fenêtre. Et il se vante en disant, voilà, on peut voir la rue, comme on verrait sans écran, on peut la voir en temps réel. Et, donc, tous les films, tous les détails du film portent sur ça. Toutes les relations sont aseptisées par rapport à cette médiation, y compris évidemment l'assassinat qui est au cœur du film. C'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est la façon dont je vais tourner, je vais enregistrer, et puis je vais révisionner. Et il est coupé, Wittgenstein dirait, Benny par exemple, il est coupé de ce qui était, Georges Bataille disait, ce qui était fondateur de la civilisation, qui est l'interdit de tuer. Tu ne tueras pas. Cet interdit n'interpelle plus Benny, parce qu'il est, Haneke, il est venu ici à Paris, il fait une remarque intéressante là-dessus. Benny, il est coupé de la réalité par cette sorte de ce que j'appelais de cellophane électronique. Donc, le meurtre n'a plus de consistance. Et il y a le dialogue final entre Benny et son père. Et le père vient demander à Benny, parce que je ne raconte pas l'histoire, mais tous les personnages du film, une fois que Benny va tuer une copine, pour filmer, etc., pour voir comment ça fonctionne. Et tous les personnages du film, ils s'affairent pour cacher les traces, parce que la seule question est de ne pas être attrapé par la police. Le père, la mère, donc ils prennent tous les films. On est frappé quand on voit les films, parce qu'il y a justement quelque chose qui manque. Personne n'est étonné, perplexe, personne ne condamne, il n'y a rien, c'est une sorte de banalité. La question c'est, du point de vue technique et pratique, comment on va gommer ça. Et il gomme tout ça, et puis Benny revient à la maison, et tout va bien. Il y a juste un retournement final que je vous laisse découvrir, mais sinon tout est effacé, et toute l'affaire c'est ça. À aucun moment il n'y a personne qui arrive et dit non mais c'est pas bon, comme il dit de sa copine. Vous avez oublié une chose, on n'a pas mentionné une chose.
pas. Je pense qu'au début, ça commence avec tout un animal. C'est ça, c'est ça, Une c'est vache ça, ou un c'est ça. cochon. C'est ça. Alors là, avec l'histoire de Exactement. dans la presse actuelle par rapport aux abattoirs et le truc sur le cellophane, c'est Exactement. aussi le rapport à l'animal et que ça donne aussi Il a un un- rapport à l'humain aussi complètement. Vous avez raison, il a un pistolet spécial Ah, pour c'est tuer ça, un c'est ça. cochon. Comme C'est un vache ou c'est un cochon? Ouais, c'est un cochon. Oui, c'est un cochon. Ouais, c'est un cochon. Et c'est un même pistolet qui va tuer sa copine. Ah, oui, c'est ça, Parce qu'il c'est commence à- vrai. Et bon, c'est d'avoir les films de cochons. Et on achète la viande comme ça, sous Ouais, cellophane. ouais. Et on entend l'ourlement affreux de l'agonie du cochon. Ah oui, non, mais ça c'est la partie du... Mais je sais, ça m'embête moi ce genre de réflexion, parce que automatiquement je me dis, mais quand je rentre à la maison et que je prends un livre et que je lis, est-ce que je ne fais pas pareil que si je prends un écran? Mais c'est pas la question. Est-ce que je ne suis pas en train de me couper de ce qui se passe autour de moi dans la maison quand je prends un livre et que je lis? Quand je vais me livrer à un hobby, quand je vais peindre pendant qu'il y a la vie à la maison, est-ce que je ne suis pas en train de faire pareil? Est-ce que effectivement, dans la vie, il faut être toujours en relation, en direct? Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi parfois d'être en relation indirecte par un bouquin, voilà. Le procès sempiternel, parce que derrière, je vois arriver derrière le procès du jeu vidéo qui serait à l'origine des attaques et compagnie, hein, parce que ça existe aussi cet argument-là. Je me dis, je sais que j'ai pas lu Heidegger sur la technique, mais je sais qu'il y a un procès là depuis que Heidegger a parlé de la technique, il y a un procès sur la technique qui finit par m'interroger très très fort et me dire, mais ce sont des choses différentes les unes des autres. Il y a des moments. Il y a des moments. Il y a chez Heidegger une pensée de la technique. Pas un procès. On peut être en désaccord, mais il a une pensée. Et je donnais comme critère pour prendre la mesure de cette pensée ce qu'il dit Hannah Arendt, qui était femme, philosophe politique et juive, qui a dû s'exiler aux États-Unis et dont Heidegger a été un des responsables de cela. Hannah Arendt, après tout cela, après Auschwitz, après savoir tout ce qui a été la solution finale, les années 60, en interview d'Hannah Arendt qui est télévisée, qu'on peut voir sur Internet, Hannah Arendt indique ceci, que si on veut penser la technique, quoi qu'on en dise, il n'y a qu'une référence majeure, c'est Heidegger. Et donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit sur la technique quelque chose qui n'est pas encore une inédite, un cliché, un stéréotype, qui essaie de penser la technique et dans une langue qui pour Hannah Arendt c'est important parce qu'elle dit c'est la seule chose qui me reste, c'est ma langue. Et il pense ça dans ma langue. Donc je pense qu'il y a ça, on ne va pas... Non, mais on va pas d'entrer dans les dossiers Heidegger. C'est un problème avec l'amour. Oui, non, mais ça c'est encore au problème, une autre dimension très compliquée, bien sûr. Mais ça, c'est encore plus un vrai. Mais ce que tu viens de dire là, ça m'a fait penser à une des reproches que Proudhon avait fait par rapport à Fourier, que toute cette passion, l'enthousiasme, le partage, être ensemble en communauté. Et parfois, c'est très bien d'être tout seul. Ben oui. Et de travailler, ou méditer. Voilà. Alors, il me semble que parfois, parce qu'effectivement, chaque fois que je prends un livre, je suis en train de discuter avec quelqu'un qui n'est pas là. Hein, puisque c'est l'auteur du bouquin. C'est l'auteur du bouquin. C'est très bien, c'est pas non, mais je veux dire par là, pendant ce temps-là. La sensibilité au malheur du monde, c'est une question que Aristote avait soulevée, évidemment, en son temps, avec le problème de l'argumentation, puisqu'on peut jouer. On peut jouer à Anne secrète. On prendrait plaisir à une représentation de l'horreur à laquelle on ne jouerait pas si elle nous était servie directement. Enfin, c'est toute la question de la distance
que les jeux vidéo n'abolissent peut-être pas tant que ça. Sinon, il n'y aurait effectivement pas l'émotion. Il y a quand même un réel qui fait plus que résister à la représentation. Et donc, Aristote avait bien posé le problème, qui est celui de la mimésis, donc de l'art, de la représentation, où la technique trouve sa place. Et donc de savoir la part de l'art d'ailleurs, est-ce que l'art c'est toute la représentation, ou c'est au contraire ce qui est en dehors de la représentation, puisqu'il y a le passage à l'acte de l'art contemporain, où en fait, c'est la vraie vie, ou la vie qui se reproduit elle-même, qui est le plus souhaitable, aussi bien dans une utopie réalisée, que dans un art vraiment proche de tous, dans une communauté sensible. On a un peu besoin de représentation, c'est le problème de la fête comme art supérieur chez Nietzsche, qui remet en question les arts plastiques. C'est le problème de la Galma, statue ou homme à aimer. C'est pas la même chose, effectivement. C'est ce qui est le problème du Fourier. Est-ce qu'on aime les belles formes ou est-ce qu'on aime la belle femme qui est dans la belle forme, donc le pygmalisme esthétique, qui est effectivement aussi à l'origine du Baudelaire, et qui se pose donc dans le problème de la représentation séduction avec n'importe quoi, c'est-à-dire avec du sacrifice aussi bien, du non échangeable. Baudrillard parle du sacrifice qui est non échangeable. En fin de compte, en art, le sacrifice est présent. Bien évidemment, la mort est présente et elle est appréciée depuis toujours, la mort en art. Alors qu'elle-même, je n'ai pas certain qu'elle donne à jouir de la même façon. Voilà, c'est toute la question donc, de la sensibilité, d'autant plus que je ne suis pas totalement sûr que nous sommes dans une inesthétique. Enfin, il y a quand même la question de l'art populaire, ou de l'art de masse, d'un art de masse peut-être, d'un art aliéné, je ne sais pas, en tous les cas qui était le grand objet de la théorie critique, et qui était implacable sur la question, faisant une ligne de partage qui n'est pas acceptée par tous, loin de là, entre un art savant et nécessairement, en fin de compte, salvateur, et un art industriel, un art industriel, qui pourtant apporte des émotions à beaucoup de monde. On voit bien les événements autour de la mort de stars de la musique, comme Prince ou d'autres, et puis en fin de compte, on vous laisse un peu moins, visiblement, même si c'est un peu plus connu, et des hiérarchies qui disparaissent, et qui pourtant avaient été abolies dans un esprit démocratique par un certain dadaïsme. Il y avait un double geste quand même, non pas de nivellement, mais au moins de renversement des hiérarchies par un certain art moderne qui voulait faire quelque chose d'autre avec ce qui était déprécié, ce qui était vulgaire, comme dit Rimbaud, sur bord, mauvais latin de messe, des choses comme ça, une peinture idiote. Ce qu'un peintre ne dirait pas, parce que lui le dit dans un beau poème, le peintre ne pourrait peut-être pas se permettre de rester dans la peinture idiote, ou alors c'est une autre dimension, et la question est effectivement toujours de savoir si la ligne de partage peut se maintenir, une ligne continuée, ce que je fais moi, pour ma plastique pure, une ligne continuée, sans laquelle on ne voit pas pourquoi on résisterait à une esthétisation de masse commerciale, c'est-à-dire où le capitalisme devient art, où les hommes sont œuvres d'art, c'est ce que disait Baudelaire, via Baudrillard, via Agamben, contre l'œuvre d'art absolue, c'est la marchandise, on se plaint. Donc il y aura un plus de jouir, enfin on peut être cynique comme l'a été un peu Baudrillard d'ailleurs, et au fond, ce qui se produit d'une certaine manière, c'est aussi un devenir esthétique de tout ce qui n'est plus plastique, c'est-à-dire qui n'est plus Agalma comme statue, mais qui devient plus qu'une représentation humaine, une relation. Alors la relation, évidemment, si elle est marchande, elle est gênante, mais enfin on sait bien que la relationnelle, ou la relation marchande, tend à se confondre dans l'art contemporain. Donc c'est une question qu'il faut poser. Donc comme le plus important, il devient la relation, devient le passage, devient la construction de budget énorme, devient des expositions, devient l'affirmation du milliardaire absolu. On va le voir avec la bourse du commerce, dans la perspective de la canopée. On a donc une nouvelle extension de l'art contemporain comme un art qui se veut populaire, enfin qui essaie de l'être, parce qu'il ne l'est pas comme art de masse, mais comme un art d'animation en définitive, rejoignant, à mon avis, d'une façon qui tendra à s'unifier, l'art de consommation de masse, qui offre des affects, c'est tout le problème. Pour la consommation, il y a un affect minimal pour la consommation. On ne peut pas totalement, évidemment, préjuger de la jouissance d'un individu qui, malgré tout, trouverait peut-être quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est l'art brut, là aussi, qui se maintiendrait poétiquement dans la vie de tous les jours, une certaine vulgarité, une vulgarisation de la consommation liée à évidemment une forme de vie terrible dans un travail précaire ou dans une absence de travail. Mais on peut se demander s'il n'y a pas des cultures brutes qui pourraient exister. Toute l'esthétisation du street art. Qu'est-ce que ça vaut le street art? Est-ce que c'est le dernier reliquat au fond d'une production hyper aliénée au plus près des musées, en définitive, dans une reproduction de tout ce qui a existé, mais il se trouve que c'est à l'extérieur. Et en définitive, la reproduction, si elle n'est pas créatrice, elle est effectivement notamment créatrice, mais elle donne à sentir, malgré tout. Et évidemment, il y a des images aussi automatiques qui permettent de jouir sans création, si je puis dire. Il y a la caméra, tout un ensemble de techniques, justement, et visuelles, qui sont très très différentes de la peinture, qui sont censées créer des formes. Là, on a des machines à reproduire, avec l'exactitude comme on sait, et donc avec les simulacres. Et est-ce qu'il n'y a pas de jouissance? Est-ce qu'il y a sensibilité?
Je ne suis pas sûr, il y a au contraire une esthétisation et une désesthétisation, c'est-à-dire qu'il y a une perte du caractère artistique de l'art, oui, c'est le fameux Enkustum qu'il faudra interroger. Moi j'appelle aussi un Enplastikung, c'est une perte du caractère plastique des formes. On oublie l'invention de formes, on ne s'étonne plus que, enfin, quand on regarde l'installation, on ne fait que reproduire ontologiquement ce qui existe, et on n'a pas une forme nouvelle comme celle de Bacon, on n'a pas une forme nouvelle comme celle de Picasso, on a souvent des citations hyper réalistes qui donnent à penser, qui donnent à vivre. Mais de l'autre côté, on a aussi ces blockbusters qui font des événements, comme on l'a vu avec la sortie de la guerre des étoiles, c'est un événement mondial, avec des millions de gens qui sont affectés. Qu'est-ce que c'est que cet affect? Est-ce qu'ils sont tous zombifiés déjà? C'est-à-dire que le zombie est déjà le consommateur d'art, aussi bien d'art contemporain que d'art, enfin, c'est la question de l'art du spectacle, la question du... Hein, on l'avait vu aussi chez Pasolini. Voilà. Ça avait peut-être quelque chose à dire. Oui, bah, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que bon, ça m'a un peu... ça m'a interpellé, et il me semble qu'il y a une différence quand même, il faut faire une différence entre un livre ou un smartphone comme médium. Il me semble que dans les technologies auxquelles on a affaire aujourd'hui, qui sont celles qui sont un quotidien pour quand même une jeunesse, il faut bien le comprendre, et aussi un outil de développement, un outil en tout cas par lequel on se développe et on se forme. Il y a la notion de réseau qui est pas du tout, qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que tout aujourd'hui est média de média. Tous les acteurs ne sont pas, il n'y a pas de relation hiérarchique dans les acteurs. On parle de réseaux sociaux, etc., etc. Il y a la notion de temps, la temporalité qui est radicalement différente entre un livre dans lequel il faut s'investir pour avoir un plaisir, une rencontre, et un smartphone où on ouvre, on a une information qu'on consomme, qu'on peut diffuser, qu'on peut reprendre. Donc, excusez-moi, je suis pas d'accord avec toi. Je peux peut-être avancer. Avec aussi ce que ça implique, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, on parle aujourd'hui de buzz, j'aime pas trop ce mot, mais c'est l'idée d'une image choc en fait, et ça me permet de faire le pont avec une troisième dimension qui me semble très présente dans les technologies numériques, c'est le visuel, et ça serait d'ailleurs très intéressant de penser la relation à l'affectualité, au sens, à partir d'une prédominance du visuel, qui se voit aujourd'hui quand on sort un peu dans les rues, on voit l'importance esthétique qu'on apporte au visuel, au détriment d'autres choses peut-être. Moi j'aimerais rapporter, pour peut-être mettre un peu en abîme ce que je viens de dire, un fait de manifestation, puisqu'on a donné un ton actuel à ce séminaire. C'est ce que j'ai vu mardi en manifestation, dans le groupe que des gens appellent les Black Blocs, que nos médias favoris appellent les casseurs, que moi j'appellerais, je sais pas, enfin, qui sont composés, on en a parlé, en tout cas du MILI, qui est le mouvement de gens du MILI en tout cas, qui est le mouvement interlycéen indépendant. Il y a une chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que j'ai vu une banderole, un slogan qui pour moi est très très juste, c'est « Nous sommes des étrangers de ce monde, pas des soldats de votre arène ». Donc là, il y a toute cette idée, moi déjà j'ai jamais vu de slogan politique sur ces groupes-là, et ce qui m'a choqué c'est qu'en plus ils ont posé, et là pour moi il y a un paradoxe énorme, c'est-à-dire c'était une scène assez incroyable, il y avait encore les nuages des lacrymogènes, et il y avait une quinzaine de journalistes avec les casques qui étaient devant ce groupe qui était très impressionnant. Je parlais du visuel tout à l'heure, ils sont avec des masques, ils sont avec des lunettes, ils sont tout en noir, c'est pour ça qu'on appelle ça le Black Bloc quand même, et ils sont derrière une banderole, donc ils donnent un message politique. Et le deuxième pan de ce message politique, ça va être l'affrontement, qu'on peut voir d'ailleurs presque comme une forme de communication avec... une forme de communication, ouais, là je vais trop loin. Mais ce que je trouve paradoxal, c'est qu'ils se disent étrangers d'un monde qu'on a décrit comme étant celui qui généralise un rapport calculatoire, marchant à l'autre. Et pourtant, dans leur mode d'action propre, ils vont mettre en branle, ils vont mettre en jeu le visuel, le buzz, parce qu'ils font une image choc, l'instantané. Donc au final, ils reprennent les mêmes armes qu'ils décrivent.